Bonsoir, bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Internet ou sur mon site sonécrit.com. Je voudrais essayer ce soir d'insister sur ce qui a déjà été abordé il y a 4 semaines, que j'ai intitulé La jouissance du corps parlant. Et ce qui est venu comme ça à ma pensée, pour autant, je rappelle un petit peu les choses, là c'est pour ça que je parle, je n'ai pas de notes particulières, pour autant que ce qui est important c'est la parole. La parole c'est ce qui est au cœur de l'être parlant que nous sommes, hein. Et c'est ce qui est au cœur de la pratique psychanalytique. Et c'est parce qu'on est parlant qu'on peut exercer une activité artistique, évidemment. Ça ne veut pas dire forcément qu'on parle. Le fait d'être parlant, ce que Lacan va appeler vers la fin de son enseignement le par-l'être, est quelque chose qui ne va pas de soi et qui présente beaucoup de paradoxes. C'est ce qui explique aussi l'importance de ne pas se figer dans un exposé théorique, type universitaire par exemple, hein, avec des choses bien définies, parce que ça n'est pas comme ça. Alors, j'ai intitulé, j'ai lancé comme ça le Mater Certissima, et le Mater Certissima, donc la mère pour un psychanalyste, évidemment, ça dépasse la personne de la mère. C'est quelque chose qui peut être précisé comme étant l'incarnation du langage, de la langue. La langue maternelle est déjà là, mais c'est encore quelque chose de plus soutenu que ça. Alors, bien sûr, ça pose, si on va un petit peu plus loin, ça pose la question de l'origine. C'est-à-dire que de quelque chose qu'on ne peut pas finalement, on ne peut pas dire grand-chose dessus, on ne peut pas aborder en tant que tel. Et là, le psychanalyste, c'est en quelque sorte au même niveau que le savant. Je ne parle pas du scientifique, je parle du savant. J'aime bien dans ce mot-là, ça vient de savoir, et qu'en quelque sorte, même si ce n'est pas tout fait ça, c'est un participe présent, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans le présent. En effet, si vous posez la question à un savant digne de ce nom, qu'est-ce que l'origine? Il va vous dire, bon, on n'en sait rien du tout. Voilà. Par contre, effectivement, on peut, à partir d'éléments de la science, observer des phénomènes. C'est-à-dire, ce qui fait qu'à un certain moment, la matière, puisque c'est ça, la matière va se déterminé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire quelque chose de la façon dont la matière organise, se divise en éléments, et la science a pour but de sectionner de plus en plus les éléments, plus en plus petits, en particules, les particules, comme dit Lacan, pour qu'on puisse arriver à définir quelque chose. Mais l'origine, c'est quelque chose qui échappe, on ne sait pas. Le psychanalyste, c'est dans la même perspective. C'est pas souvent que la science et le psychanalyste sont dans la même perspective. J'en dis un mot, mais je continuerai à en dire un mot. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas du tout une critique de la science, c'est simplement de savoir de quoi on parle en fonction des repères, de structures dont on parle. Le psychanalyste, c'est aussi dans les effets de ce qu'on appelle la structure langagière. Le psychanalyste, évidemment, le patient, enfin, dès que l'on parle, dans les effets de la structure langagière. C'est-à-dire que nous sommes des effets. Voilà. Nous sommes des effets de quelque chose qu'on va appeler la structure langagière, enfin le langage, en sachant qu'on ne sait pas bien ce qu'est le langage, évidemment. Et que, eh bien, voilà, il nous a précédés, il a toujours précédé l'humain, hein, l'homme de Néandertal, tout ça, Homo sapiens. Il était déjà là,
Et puis il sera là après, comme sera parti, et voilà. Bon. Alors ça montre un peu cette question-là de l'énigme du langage. C'est-à-dire qu'on vient d'une certaine énigme. Et cette question de l'origine, vous voyez, elle a été évidemment abordée. Du coup, comme on ne peut pas dire en quoi elle consiste, elle a été abordée de différentes façons, notamment par des mythes divers, qui sont, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? C'est une façon par laquelle le symbolique donne une certaine consistance au réel. Le réel étant ce qui ne cesse pas de nous échapper, c'est un impossible à dire. Et c'est de là d'où tout part, en quelque sorte. Il y a donc un impossible au départ dans le langage, et si vous écoutez un peu les jeunes enfants, quand ils se mettent à parler, ils n'arrêtent pas de dire pourquoi, qu'est-ce qu'ils cherchent. Alors on répond et pourquoi, etc. Finalement, ce qu'ils cherchent, c'est comme nous, comme chacun d'entre nous, ils cherchent cet impossible à dire. Une fois qu'on est en face d'un impossible, enfin on est tranquille. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Hein? Cet impossible est tout à fait important. Et, alors là, on va dire la psychanalyse se sépare de la science d'une certaine façon, parce que l'objectif de la science, je dirais en général, c'est effectivement de rendre possible cet impossible, de trouver des réponses. Bon. La psychanalyse n'est pas dans cette perspective-là, du moins la psychanalyse telle que Lacan, et c'est là où dans ce sillage que je m'inscris, tel que Lacan parle, notamment dans les dernières années de son enseignement, c'est-à-dire dans les années 1970, 71, 72, jusqu'à sa mort, en 81 plus exactement, où sa trajectoire, on en reparlera plusieurs fois, sa trajectoire va le conduire à ce point de nouage particulier qui est la question de la jouissance, du jouir. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir, notamment le 1er novembre à Rome, dans une conférence qui s'intitule La Troisième, qui va pouvoir interpréter, on pourrait dire à Descartes, que Descartes est toujours vivant, même si symboliquement il est toujours vivant, même s'il est mort. C'est une grande figure, hein. Les grandes figures, elles sont toujours présentes. Il va pouvoir interpréter à René Descartes son cogito cartésien, pour lui donner en quelque sorte une couleur lacanienne. C'est-à-dire qu'au je pense, donc je suis, il propose de l'interprétation je pense, donc se jouit. Se jouit. Et c'est une véritable révolution, effectivement, que Lacan introduit vers la fin de son enseignement, qui n'a pas forcément été, qui n'a même pas beaucoup été prise en compte par ceux qui le suivaient. On a dit beaucoup de choses, notamment à la fin de sa vie, on ne sait pas pas bien, enfin, il y a eu de ses élèves, des gens qui suivaient, qui ont pensé qu'il était un peu gaga. Hein, raconter des choses qu'il pouvait raconter. On ne sait pas du tout. De toute façon, ce qu'il racontait vers la fin de sa vie, à partir de cette perspective à laquelle il aboutit, qui s'appelle le Neuboroméen, évidemment, il dessinait au tableau des choses qui n'étaient pas faciles à dessiner, et surtout, il se rendait compte qu'il pouvait se tromper, et c'était important qu'il se trompe, puisque c'est toujours important. Dès que l'on parle, c'est ça qu'on apprend quand on fait une psychanalyse. Ce qui est important, c'est le moment où ça déraille, où il y a de l'eau dans le gaz. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau dans le gaz du fait que l'on parle. Dans le langage c'est ça, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. C'est-à-dire que le langage n'est pas fait pour la communication qui actuellement règne, on pourrait dire, dans notre monde actuel, et qui évidemment est source de vérité, on va dire, trompeuse, en quelque sorte. Hein. Tout ceci parce que il y a donc quelque chose, l'homme, l'être humain, l'être parlant est le résultat, et dès que je parle, il y a tout ça là, on pourrait dire, hein, le résultat d'un nouage de trois catégories, une sorte de trinité,
réel, symbolique et imaginaire. Alors, je ne vais pas les décrire, ça ne servirait strictement à rien, mais je vais seulement un petit peu l'aborder en vous proposant que cette question-là, la Trinité, évidemment, vous pouvez vous en douter, ça renvoie au débat des pères de l'Église dès le 2e, 3e siècle, qui s'est prolongé durant beaucoup de siècles, sur cette question qui n'apparaît pas dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, à savoir la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Et ceci a pu faire dire que la romaine, la religion catholique, la religion chrétienne à ce moment-là, parce que c'est ça encore chrétien à ce moment-là, la religion chrétienne est effectivement la vraie religion. Ça ne veut pas dire qu'elle s'impose en tant que telle, ça veut dire qu'elle s'articule à un lieu de vérité. Qu'il s'agit effectivement de, comme le dit Lacan, qu'il s'agit d'interpréter de la bonne façon, parce que toute la question est là. Alors le débat, je vais en dire un mot quand même, parce que ce débat qui a duré pendant beaucoup de siècles, c'était de savoir si, vous savez, la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, c'est de savoir si il y a entre ces trois personnes, une hétérogénéité, mais qu'elles font en même temps un. Le problème, c'est comment 3 fait 1. Comment 3 est 1 et 3 fait 1. Et ça va conduire, c'est important, parce que ça va conduire d'une part à des hérésies. Le premier, essentiellement, c'est Arius, qui va être évidemment condamné. Et lui, c'est l'hérésie qui concerne le rapport entre le Père et le Fils. Hein. Et puis après, il va y avoir tout un débat autour de ce qu'on appelle la querelle de filioque, c'est-à-dire le fait que se pose la question du troisième, l'esprit. Comment est-ce qu'il s'articule au Père et au Fils? Et ça va conduire, c'est important, on peut penser que c'est un peu un débat politique, hein, mais derrière tout ça, il y a quelque chose de l'ordre de la vérité, donc qui est dans le langage, hein, parce que je fais tout de suite une petite aparté. Dès qu'on parle, c'est pas moi qui parle, en quelque sorte. Bien sûr que je parle, hein, mais quelque chose d'un extérieur radical me prend pour que je dise quelque chose. Donc vous voyez que toutes les théories psychologiques que je connais, puisque j'ai fait psycho il y a très longtemps, toutes les théories psychologiques, toutes les théories habituelles concernant le langage, sont des interprétations de ceci, à savoir qu'il y aurait, comme on dit toujours, hein, il y a, on va dire même il y a pour eux, cette intelligence, cette pensée qui peut penser d'elle-même. Hein. Et du coup, effectivement, eh bien, tout est bouclé, tout est fermé, tout est précisé, tout est figé, tout est fixé. C'est-à-dire que si je pars du fait que, si j'accepte cette question de la structure langagière qui est quadripartite, il y en a quatre parties, je vais en dire un mot tout à l'heure, pour constituer ce que nous sommes, c'est-à-dire un être trinitaire, eh bien il y a quelque chose de nouveau qui peut apparaître. C'est quoi ce quelque chose? C'est que ces trois registres, je m'aperçois que c'est peut-être un peu théorique ce que je dis, mais il faut que je en dise un mot quand même. Ces trois registres sont noués ensemble, et c'est là que se pose la question du rapport à la jouissance. Alors, je parlais de cette question du filioque, là, qui va conduire, c'est important parce que ça va conduire en 1054 à la basilique Sainte-Sophie de cette ville de Constantinople qui est devenue Istanbul. Ça va devenir à la séparation orchestrée, définie entre les deux églises à ce moment-là, qui est l'église grecque, on va dire, c'est-à-dire d'Orient, et l'église d'Occident, qui est l'église romaine. À savoir que pour les Romains, effectivement, le Père, l'Esprit procède du Père et du Fils, c'est ça la Trinité, et pour les autres, il procède essentiellement du Père. Et tout est, finalement, tout est là-dedans. Qu'est-ce que c'est que le Père? Qu'est-ce que c'est que le Fils? Au-delà des personnages en tant que tels. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit? Alors, bien sûr, on a dit l'Esprit, c'est simple, c'est l'amour qui est entre le Père et le Fils, mais c'est un peu plus élaboré que ça.
Et donc, puisque je parlais de l'origine, c'est ma façon d'aborder cette question de la mère, dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire du babil qui se passe entre l'enfant et la mère par le biais de cette imprégnation de ce corps de l'enfant par les signifiants qui sont apportés par la mère, eh bien, ça nous ramène aussi à ce dire qui est dit par quelque chose que vous connaissez sans doute et qui est dans l'évangile de Jean, le prologue, au commencement était le Verbe. Et là aussi, c'est important, je crois, de différencier, même si ce n'est pas évident, ce qui se passe, c'est qu'est-ce que c'est que, au commencement était le Verbe, c'est la question de l'incarnation. Qu'est-ce que c'est que ce corps, pour autant que le Verbe le rencontre? C'est important parce que cette question de l'incarnation, vous savez que c'est aussi ce qui fait la différence entre le judaïsme et le christianisme. C'est essentiellement ça la différence. Et cette question de l'incarnation, au commencement, était, qu'est-ce que ça était, au sens d'étayer, hein? Est-ce que c'est étayé, vous voyez les mots, qui peuvent évidemment s'entendre de différentes façons. Eh bien, cette dimension du verbe, évidemment, là, on a une principio ad verbum en latin. Hein. En grec, c'est le verbe, c'est logos, hein, énarché. Et je pense qu'il pourrait y avoir aussi d'autres termes, mais de toute manière, ça pose la question du commencement, et le commencement, c'est pas l'origine. Le commencement, c'est quand ce qui est à l'origine, ce que j'évoquais tout à l'heure du côté de la science, la matière, que Lacan va interpréter comme étant la matérialité, comme étant la matérialité, le matérialisme. À une lettre près, tout change, en quelque sorte, suivant ce qu'on entend. Si en parlant, voulant dire matière, tout d'un coup, quelque chose au niveau de ma voix fait entendre matérialité, en fait, il y a quelque chose qui est passé et que j'ai pu dire. Donc, vous voyez que cette question de l'origine, évidemment impossible à définir, et nous ramène par le biais de cet évangile de Jean, et par le biais des Écritures saintes, l'écriture juive, et nous ramène à la Genèse, à l'Ancien Testament. Et à cette articulation entre cette incarnation et donc le Nouveau Testament, ce qui peut faire en quelque sorte nouage ou pas, et ce qui fait différence. Dans la religion juive, autant que je connaisse, le Verbe est avant le commencement. Hein? Ce qui est tout à fait important. Seulement, dans la Genèse, qu'est-ce qui est avant le commencement? C'est Dieu. Donc quelque chose va, en quelque sorte, être ce qui va permettre d'accrocher le Verbe et Dieu, et c'est Dieu qui va nommer. Vous trouvez ça dans la Genèse tout au début, il nomme toutes sortes de choses. Ce qui est important pour nous à remarquer, c'est que ce Dieu qui nomme, ce Dieu nommant, il apprend à la créature ce qu'est ceci, cela. Mais en aucun cas, il ne donne le Verbe, il se le garde. Et la psychanalyse, elle va questionner ça. Elle est là, la psychanalyse. C'est là que ça se passe, le truc. Hein. Puisque l'être parlant, le par-l'être, celui qui est au cœur de cette énigme du corps parlant, c'est effectivement celui qui a trouvé, dans ce trou du langage, qui a trouvé un point, on appelle ça de réel, c'est-à-dire d'impossible, d'où quelque chose peut advenir. L'impossible, c'est à la fois ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, pour reprendre des formulations, mais ce qui peut aussi cesser de ne pas s'écrire. Définissant à ce moment-là le possible. Mais ce possible, c'est en quelque sorte un éclair.
tout d'un coup quelque chose nous traverse. Et c'est pas fait pour comprendre, c'est pas fait pour penser et pour comprendre. Vous voyez un peu où on s'aventure là du côté de... Autrement dit, tout est déjà là, avant que l'être parlant soit là, tout sera là après. Est-ce qu'il est possible, lui, c'est ça qui se passe dans une analyse, la fin de l'analyse ça devrait être ça, est-ce qu'il est possible que l'être parlant, du fait qu'il ait parlé et qu'il parle, il a trouvé quelque chose de singulier qui le concerne, lui, pour que quelque chose puisse changer dans sa trajectoire. À ceci près qu'en plus, il ne sait pas quand il l'a trouvé, il constate seulement, comme toujours, les effets. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui est advenu, du fait qu'il parlait, dans ce cadre particulier qui s'appelle le transfert. Et ceci ne peut se faire, évidemment, qu'à condition que l'analyse ne soit pas en position du Dieu, en question dont on a parlé, c'est-à-dire que l'analyse soit l'effet de la parole de l'analysant, uniquement. C'est quasiment impossible. Mais s'il n'y a pas cette impossibilité-là, ben, rien ne peut arriver. Oui, cette question de l'impossible, ce n'est pas une interdiction. Hein? L'interdiction, c'est beaucoup moins élaboré que cette question-là. Donc, et chacun d'entre nous est, en quelque sorte, sollicité, dès qu'il parle, dans ce cadre qu'on appelle le discours analytique, est appelé à advenir, c'est ça, l'avenir, est appelé à advenir dans cette perspective-là. Perspective, évidemment, dont il ne sait rien, dont il va pouvoir constater après que les effets qui pourront résulter. Ce qui va l'empêcher, ce qui va le retenir, c'est ce que l'on appelle le symptôme, hein, dont il se plaint, bien sûr. Il se plaint, mais ce n'est pas parce qu'on se plaint de quelque chose qu'on souhaite en fait véritablement le laisser tomber. Hein. Il y a une certaine jouissance dans le symptôme, et le symptôme, c'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est surtout pas ce qu'on appelle dans les religions le péché. Hein. Ça n'a strictement rien à voir, même si ça s'appelle comme ça. Hein. C'est quelque chose qui fait partie de notre structure psychique. Bon, on en reparlera, je pense, une autre fois, mais je vais continuer un petit peu sur cette question de l'origine. Alors, la dernière fois, ce que je vous dis... oui, alors, donc, voilà, on pourrait dire le Dieu de... Je pense que c'est ça. Bon, on pourra peut-être m'objecter d'autre chose. Le Dieu tout-puissant, là, le Dieu, c'est terrible, de la religion juive, et donc l'importance de la loi. Hein, l'importance de la loi. Et alors que ce n'est pas la même chose du côté de cette révélation qu'est le christianisme. Cette révélation qui se fait dans ce qu'on appelle l'évangile, c'est-à-dire en grec, Eungelia, c'est-à-dire bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle? Voilà la question. Vous allez voir que cette bonne nouvelle, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Hein. Ce n'est pas le bonheur. Hein. Ça, le bonheur, c'est plutôt les stoïciens qui faisaient ça avant. Hein. Alors, voilà donc un peu lancé comme ça les choses, un peu semé comme ça, lancer tout ça. Et je vais continuer un petit peu comme ça, là, comme je parle, à Chircarré, là, tourner en rond, puisque c'est comme ça qu'on fait, dès qu'on parle, on tourne en rond. Hein. On tourne en rond, si on nous laisse parler, hein, évidemment. Hein. Si on n'a pas comme ça un projet, c'est-à-dire si on n'est pas finalement quoi, ce que tout le monde est un peu actuellement, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire des employés, quoi. Hein. On est employé de quoi? On est employé, voilà. On est employé. Ce qui fait dire que dans ce discours capitaliste actuellement, là, tel qu'il est nommé par Lacan, c'est des choses très particulières. On en parlera, je pense, mais je ne vais pas l'aborder comme ça. Comme il dit, nous sommes tous prolétaires. Ce n'est pas du tout au sens économique du terme. Hein. Ça veut dire qu'on n'a pas entre nous, il semblerait que depuis 30-40 ans, plus particulièrement, moi je m'en rends compte à mon niveau, parce que quand j'ai fait mes études, il y a déjà pas mal d'années, dans ces moments-là, eh bien je dois dire, quand on arrivait à la faculté, on était content, on pouvait faire toutes sortes de choses, avant de se décider, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire. Ça a été mon cas, j'ai fait psycho, en ayant fait philo, puis après j'ai fait médecine, ce qui est absolument impossible maintenant. Bon, il fallait bosser pour arriver au niveau, mais de toute façon, maintenant on ne peut plus, il faut déjà savoir avant. C'est que vous voyez, on est déjà employé. Voilà. On est employé, on doit suivre un mot, puis alors, évidemment les jeunes ils ne savent pas du tout, hein. On ne sait pas du tout à 16, 17, 18 ans ce qu'on va faire.
Et la plupart, effectivement, partent dans l'idée. Puis en plus, on nous demande effectivement justement, on nous demande, et Lacan, il sort de ça à partir de sa lecture de Marx, hein, à partir notamment de quelque chose qui est subjectose, là, une substance lose subjective, hein, c'est-à-dire le fait que le sujet, c'est pas du tout ce qu'on appelle habituellement le sujet, mais le fait que le sujet n'a pas de substance. Dès qu'il y a de la substance, du substantif, eh ben, on est à côté, pour ce qui concerne la dimension de la parole. Donc, il y a quelque chose comme ça qui peut, donc je reviens dessus, qui peut advenir. Hein. Et c'est donc ce sur quoi Freud va insister, il va appeler ça soll ich werden. Je dois devenir. Vous savez qu'en allemand, comme dans certaines langues, le devoir, ça peut s'exprimer par un impératif, hein, en allemand c'est ich muss, hein, je dois, hein, faut absolument. Hein. Et puis ich soll, c'est je dois, mais c'est plus une invitation. Hein. Sollen, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc il est possible, vous voyez la dialectique particulière, le paradoxe entre le possible et l'impossible qui réapparaît. Et évidemment, le jeu en question, c'est toute la question de ce que c'est que ce jeu qui doit advenir, qui n'est pas évidemment le moi, tel qu'on en parle, c'est-à-dire quelque chose qui se repère beaucoup, qui sait un peu ce qu'il en est. Hein. Puisque finalement, dès qu'on se met à parler, ce qu'on va se rendre compte très rapidement, ben, c'est qu'on n'est pas maître chez soi. C'est-à-dire que dès qu'on fait un lapsus, c'est ça. On se rend compte que enfin du nouveau advient parce qu'on n'est pas maître chez soi. Quand on est angoissé, on se rend compte de la même façon qu'on n'est pas du tout maître chez soi. On ne peut pas arrêter ça. Pour autant que, effectivement, l'angoisse, on pourrait dire que c'est le seul symptôme de vérité. On ne peut pas tricher avec l'angoisse. Tricher, pas au sens volontaire du terme, hein, mais c'est la rencontre avec l'impossible, l'insaisissable, le réel. Les symptômes, les autres symptômes, c'est toujours quelque chose qui vient du réel, mais qui est d'une certaine façon, par déplacement, enfin Freud a décrit tout ça, de tromper en quelque sorte, c'est toujours un peu trompeur. Donc, je reviens à ce moment dont j'ai parlé il y a une semaine, qui est donc cette venue, comme on dit, au monde, de plus en plus immonde, hein. Puis je ne vois pas pourquoi ça changerait, d'ailleurs, comme c'est parti. Hein. Enfin, ça n'empêche pas de vivre dedans. Hein. La seule chose, comme je le dis dans l'argumentation, c'est qu'il ne faut peut-être pas essayer de combattre, parce que quand on combat, le problème, c'est qu'on instaure. Voilà. Donc comment, là, ce que Lacan propose, c'est de dire, allez-y, entrez dans le discours, et essayez de le rendre pesteux. Pesteux. Ça fait référence à ce qui a été dit sur l'arrivée de Freud à New York en 1909 ou 10, quand il dit, il aurait dit, on ne sait pas si c'est un ragot, il aurait dit « je vous apporte la peste ». Et d'ailleurs, le message est revenu sous forme inversée, de toute manière, qu'il l'ait dit ou pas. C'est-à-dire, de toute manière, c'est quelque chose qui n'a jamais pu prendre beaucoup d'importance, la dimension de l'inconscient, telle qu'on en parle, structurée par un langage, et de plus en plus maintenant, dans cette partie de l'Amérique du Nord. On doit dire que j'y suis allé plusieurs fois pour parler, pour aider une amie, là. Et ben, c'est quand même on se sent vraiment emprisonné. Hein. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Et c'est d'ailleurs la plupart des techniques actuelles de formation des gens avec beaucoup d'argent et un peu de temps, hein, toutes les thérapies, machin, ça vient quand même bien de par là-bas. Hein. Alors, je reviens, alors ça revient, oui, voilà, ben, ça revient, ça me fait penser à autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu hier soir la retransmission au cinéma de Butterfly de Puccini au Met, eh bien on était dedans. J'ai jamais vu ça. Il le passe à Bastille, je ne sais pas s'il le passe à Bastille, mais j'avais vu 6 jours avant à Bastille, j'ai vu plusieurs fois. Je vais en dire un mot parce qu'il y a quelque chose de surprenant. En général, c'est très bien. Là. Présentation au Met, hein, si vous avez l'occasion,
ça permet quand même de suivre les choses, et puis ils ont beaucoup de moyens, puis c'est pas n'importe qui chante, enfin bon. C'est orchestré, hein, ils nous foutent des entractes pour faire de la pub, tout un machin. Il n'y a plus d'entractes à l'opéra. Hein. Vous avez pu couvrir la bouche et puis faire rentrer. Moi, je sors immédiatement. Hein. Bon. Mais, il y a un truc, alors là, la surprise, ça je vous la donne en 1000, vous n'avez pas, c'est qu'il y avait un gamin. Vous avez vu ça? Qui n'était pas vivant. Parce que dès que vous regardez quelqu'un, même s'il ne bouge pas, vous voyez que ça bouge. Ben là, c'était un robot qui était activé. On essayait de le rendre vivant d'une certaine manière, activé, et alors ils en ont parlé évidemment à l'entracte, beaucoup, par 3 personnes. Et je voyais que ça faisait une étrangeté qui était angoissante, évidemment. Mais ce que je trouve, c'est que ça donnait bien un peu à voir, je ne vais pas en dire plus, ce que c'est que finalement ces enfants de la science. Or, justement, ce qu'on essaie de dire, ce que la psychanalyse essaie de dire, c'est que la vie, elle vient de l'impossible. Elle ne vient pas de ce qu'on construit, elle vient de l'impossible, c'est-à-dire du réel. Alors, oui, on revient donc ce nouveau venu, là, ce nouveau-né, qui bien sûr, avant d'apparaître, il a déjà parlé, hein, évidemment, on a été parlé avant, évidemment. Hein. Bon. Ça, évidemment, on ne peut pas le prouver. Hein. Sauf que quand on fait une analyse, on se demande, mais comment se fait-il que j'ai fait cette trajectoire-là, quoi, qui n'est pas du tout une trajectoire, qui est plutôt un truc assez uniforme, hein, finalement. Ben c'est parce que cette dimension, il y a eu une dimension particulière qui nous a flashé en quelque sorte. Il a fallu en tenir compte. On a été parlé avant. On a été parlé. On a été parlé par qui? Ben, par ceux qui ont présidé à notre naissance. Alors là, on retombe sur le droit romain, mater certissima. Pater semper incertus est. Le Père, semper, toujours, est incertain. La mère est certissima, elle est certaine. Alors, on peut prendre ça évidemment comme les juristes, mais on va quand même en sortir autre chose. Hein. Et après, évidemment, ils se sont tout de suite rendus compte. Ben, ils ont rajouté le truc là. Alors, qu'est-ce que c'est que le Père, alors, s'il est incertain? Pater isquam nuntiae demonstrant. Le père est celui qui démontre le mariage, les noces. Le problème, je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo qu'on a mis là pour annoncer aujourd'hui, le problème, c'est que ça ne marche pas du tout comme ça. Ça marche bien comme ça pour ceux qui veulent récupérer comme ça un peu d'argent, hein, quand ils en ont besoin, avec des personnalités célèbres, en disant que bah, voilà, mon fils, il est peut-être bien le fils de je ne sais pas qui, hein, ma fille. Bon, c'est à Yves Montand ou à d'autres, enfin je sais même pas, je m'en fous complètement, c'est pas le problème. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de dire que, au moment de la conception, c'est quand même une vraie question, puisque la mère est certissima. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Qui est le père? Pour autant que le père n'est pas le géniteur. Ça, on sait. Il peut être le géniteur, mais il n'est pas le géniteur. De toute façon, si on l'appelle père, et qu'il y a un autre mot qui s'appelle géniteur, ça veut dire que c'est deux choses différentes. Donc, toute l'histoire qui permet de mettre un peu d'ordre dans la société, parce que c'est comme ça qu'il faut bien que le droit intervienne, et bien toute cette histoire, ça ne peut pas prendre en compte, vous voyez ce que c'est que le père. Or le père, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quelque part, c'est la question de Dieu. On retombe sur la Trinité, hein, le Père, le Fils et l'Esprit. Vous voyez que c'est pas simple cette affaire-là. Hein. Alors, moi je vais quand même aller là-dessus parce que la psychanalyse, Freud, il fait comme tout le monde, il est allé sur sa trajectoire, hein. C'est-à-dire qu'au début il pensait évidemment que... Parce qu'il n'arrêtait pas d'entendre ça. Il pensait que tous les pères, ou presque tous les pères, c'était des séducteurs. Il entendait ça, les femmes hystériques racontaient des trucs comme ça. Et puis un beau jour, il s'est rendu compte que c'était son fantasme à lui, surtout. Et on pourrait rajouter, et que si les femmes lui disaient, c'est parce que c'était son fantasme à lui, donc il fallait peut-être qu'il s'en rende compte lui. C'est dont il s'est rendu compte.
Et puis après, il y a eu cette histoire de l'Édipe. Qu'est-ce que c'est que l'Édipe? Tel qu'il est un peu dit habituellement. L'Édipe, ça pose la question de l'origine, hein, vous savez. Édipe, un beau jour, comme ça, il apprend, là, parce qu'il ne le savait pas trop. Il a été récupéré par... parce qu'il était abonné, Édipe, hein, évidemment. Hein. Il est récupéré par... eh bien justement, par des parents. Hein. Fait penser à un truc intéressant. En italien, les parents, c'est genitori. Et suivant les langues, il y a des choses qui sont un peu particulières. Je crois que c'est ça, hein, il me semble. Bon. Eh bien, il a été récupéré, et puis un beau jour, évidemment, comme ça se passe, il y en a un qui dit, de toute façon, c'est un bâtard, quoi. Et alors là, il s'est mis en route, comme quelqu'un qui est parlant. Hein. Il a voulu en savoir quand même quelque chose là-dessus. Donc il est allé à Delphes, et puis voilà, il a fait tous les trucs, etc. Bon. Et puis, ben voyez, tant qu'il n'était pas dans les pourquoi, tant qu'il est dans les pourquoi, on n'en sort plus. Mais les pourquoi, il ne s'arrête pas parce qu'on met un parce que. Et qu'est-ce qu'il a découvert dans cette quête particulière? Ben, il va découvrir, ben oui, effectivement, à Delphes, on va lui dire qu'il va coucher avec sa mère. Bon. Tuer son frère, coucher avec sa mère. Eh bien, ça pose la question de quoi? Ça pose la question de la mère. Ça ne pose pas la question du père, en fait, paradoxalement. Parce que Jocaste, elle le savait. Elle le savait que c'était son fils avec qui elle couchait. Ça ne posait pas de problème. Dans le mythe, hein. On est dans le mythe, là. Hein. Autrement dit, vous voyez, la psychanalyse, elle s'appuie sur un truc, au départ, qui est quoi, en fait? Ben, que le mal, il vient de la mère. Voilà. Voilà. Bon. Et puis, Freud, il est là-dedans, oui, oui. Et puis alors, il va commencer à être torturé par quelque chose, Freud, par la question de l'origine. Puis en 1913, il fait un ouvrage qui s'appelle Totem et Tabou. Et puis, il prend en compte des travaux sur un mythe de l'origine, le père de l'ordre primitif, qui avait, alors lui, il jouissait de tout. Toutes les femmes, tous les hommes, tous ses fils, toutes ses vies, tout le monde. C'est comme ça dans le mythe, hein. Cette espèce d'orang-outan, comme dit Lacan. L'orang-outan, qui a toutes les... Bon, évidemment, c'est une façon de rendre, j'insiste bien, de donner la figure de cette énormité-là, qui serait... On ne peut pas dire que ce n'est pas l'origine, hein, au commencement. Bon. Et puis alors, un jour, bah, les fils se réunissent, et puis décident de le tuer. Ça suffit, quoi. Basta. Pensant qu'après, ils pourraient s'organiser pour avoir, eux, avec les autres, un certain rapport à la jouissance, qui jusque-là était impossible. Vous voyez, c'est le mot jouissance qui apparaît à ce moment-là. Hein. On n'est plus dans le mythe comme ça particulier d'Édipe, c'est autre chose. Hein. Puis ils vont se rendre compte qu'après l'avoir tué, après avoir mangé, d'ailleurs ils mangent dans le mythe, ils mangent le père, ce qui veut dire que de toute façon, en même temps, bah, ils mangent tout ce qu'ils pourraient avoir du côté de la jouissance, puisque le père n'étant plus là, après c'est fini. Ils vont se rendre compte exactement de ça, c'est-à-dire qu'après avoir défini, tué, et après avoir mangé le père, ben, ils n'ont pas d'accès à la jouissance. C'est-à-dire la seule possibilité, ça va être d'aller chercher une femme à l'extérieur, ce qu'on appelle la loi de l'exogamie, se mettre d'accord entre eux et d'aller chercher une femme. Donc, dans ce mythe-là, ça a été plus ou moins vu, mais Lacan, à un moment, qui lui aussi a une trajectoire, ben, comme tout le monde, comme moi ça a été pareil, il m'a fallu du temps pour en arriver là, et ce que je dis là, je n'aurais pas dit il y a 20 ans, hein, évidemment, eh bien, cette dimension de la jouissance, évidemment pas spécialement comme c'est défini dans le mythe dont je vous parle, hein. La jouissance, je vous ai dit que c'était lié à la parole, c'est dans le fait de parler, hein. C'est pas uniquement une histoire d'orgasme ou de choses comme ça, c'est plus élaboré que ça. Hein. Bon. Ça ne l'exclut pas non plus. Hein. Eh bien, les fils découvrent qu'il y a des lois, qu'il faut définir des lois, des structures,
Et que c'est comme ça, c'est ça la parole, c'est définir quelque chose pour pouvoir accéder. Mais, à ce moment-là, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la jouissance à l'origine. Et du coup, il y a une sorte de renversement, on pourrait dire, que cet orang-outan montre qu'il va être détruit, qui était tout puissant, etc., montre qu'il aurait en quelque sorte une figure paternelle énorme, comme ça, le père du côté du père, alors que, avec le mythe tel qu'il est élaboré, c'est autre chose qui va se mettre en place. C'est-à-dire, ce quelque chose qui concerne la jouissance, et qui nous ramène à nouveau, on est obligé de faire un glissement là, qui nous ramène à nouveau au fait que, parce que le mythe, c'est une façon, hein, je vous le disais tout à l'heure, de parler, de donner consistance à quelque chose qu'on ne peut pas, qui nous échappe. C'est ça un mythe. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interprétation d'un mythe. Hein. J'y pense, ce mythe-là, c'est un mythe moderne, c'est le seul qu'a reconnu Lévi-Strauss. Dieu sait si Lévi-Strauss, sans doute du fait, entre autres, de ses premières relations assez amicales avec Lacan, au début, après est devenu assez hostile à la psychanalyse. Bon, ça n'exclut pas du tout la valeur de ses travaux, c'est simplement pour savoir de quoi on parle. Hein. Donc, on en arrive à cette question de cette dimension, ce mythe. Qu'est-ce qu'il pose en fait, au-delà de toutes les représentations? Il pose la question du rapport à la jouissance. Et, évidemment, il incriminerait ce qui est problématique à cette figure qui est, on pourrait dire plus que ça, on peut presque dire que le orang-outan, il n'est pas si loin que ça, que le Dieu en question. Hein. C'est une figure comme ça, assez mythique, assez originaire, hein. Originaire, pas originelle, hein. Originaire. Hein. Alors, cette figure particulière, vous voyez qu'elle est finalement, là qu'on va y revenir souvent, ce père particulier de la robe, et finalement, il n'est que mort. Il n'existe pas, c'est plus de représentation imaginaire. Hein. Et cette figure particulière, c'est celle qui va intervenir, mais pas au sens comme ça, phénoménal. Hein. C'est ce qui va intervenir dans ce qui se passe d'emblée, dans le rapport d'emblée à la jouissance, ce qui fait qu'on va reprendre les choses autrement. Lorsque le nouveau-né arrive, il est, en quelque sorte, cette très grande jouissance, cette énorme jouissance. Son corps est réduit à ça. Il n'est que ça. C'est une façon de parler de cette figure très particulière. Hein. Et il va se passer quoi, à ce moment-là? On ne va rien détruire du tout. Ce qui va se passer, c'est que, en même temps qu'il arrive, là, il va avoir, voilà l'incarnation, c'est vivre incarné, il va avoir à rencontrer ce que Lacan appelle en un seul mot la langue. C'est assez mystérieux, je vais en dire un mot. Qui lui est transmise par, en général c'est la mère, par la mère, pour autant qu'elle parle. Et la mère, pour autant qu'elle parle, elle introduit par le biais de la langue, ce qu'elle appelle la dimension du signifiant, des signifiants, et introduisant la dimension du signifiant, elle introduit le rapport à la jouissance. C'est-à-dire que la parole de la mère, ça c'est certissima, c'est ça le certissima qui est important, c'est mon interprétation. La parole de la mère est certissima pour autant que elle va prélever sur ce corps de jouissance. Hein. On pourrait prendre comme comparaison, si vous voulez, Lacan un jour il revient du Japon, puis il voit ça comme ça au-dessus, par le hublot de l'avion, il voit les montagnes, et il voit une figure particulière qui est le ravinement dans les montagnes, lié à ce qui s'est passé à l'occasion des orages, des pluies, etc. Et il lui vient à ce moment-là le fait que cette terre-là, hein,
cette littérature, qui sont les signifiants, deviennent litturater. C'est-à-dire ce qu'ils voient là, c'est la façon dont les signifiants viennent coloniser la terre, c'est-à-dire ce réel du corps de l'enfant. Vous voyez là, du coup là, c'est plus la mère qui est quelque sorte responsable de toutes sortes de choses, c'est l'importance de cette mère, mais pas en tant que qui dépasse la figure maternelle. Parlons peut-être de langue maternelle, à condition que soit bien pris en compte cette dimension de la langue, c'est-à-dire du signifiant. Alors c'est ce que je disais la dernière fois, vous voyez que cette question de cette bonne nouvelle, en quelque sorte, là, et le Verbe s'est fait chair, c'est que ce corps qui est finalement, qui palpite, qui est essentiellement un morceau de jouissance, hein, va être colonisé, ça c'est les termes de Lacan, va être colonisé par les signifiants qui lui sont transmis la mère. Et ce qui est important là, c'est important ce que je vous dis parce que c'est quelque chose qui ne va pas de soi et qui est rejeté. Et vous voyez que c'est le corps, il est parasité. Ça pose la question, est-ce qu'on est libre? Je vais vous dire comment c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vient parasiter. Et c'est important que ce parasitage ait lieu, mais il importe que il n'est pas impossible, on va dire. C'est-à-dire qu'il est possible. Mais enfin, il est que durant ce babil, hein, durant ces moments, tout ça, évidemment, on n'en a aucun souvenir, il n'y a pas de raison d'en avoir. Hein. Il n'est pas impossible que l'être parlant, là, qui est en train de se développer, là, par ce ravinement sur ces bouts de réel, sur ce corps, il n'est pas impossible à ce moment-là qu'il y ait un choix, on va dire inconscient parce qu'on ne sait pas bien comment dire, qui est, comme dit Lacan, une insondable décision de l'être, qui fait que, c'est tout à fait énigmatique ça, qui fait qu'en même temps que tout ça se développe, quelque chose de sa sexuation, la sexuation c'est pas la sexualité, c'est ce qui fait qu'on est homme ou femme. Et en même temps, on peut être homme avec couleur femme et femme avec couleur homme, puisqu'à la fin, Lacan va parler de saint homme il, saint homme elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme ça, c'est pas tranché. En regard du langage, hein, pas en regard de la définition, ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire tel que ça apparaît. Et toute la question, justement, et Lacan aborde cette question-là quand il aborde les formules de la sexuation, hein, c'est vers les années 70 par là, hein, ou à peu près, bon. Même ou un peu après, dans le séminaire encore, ou le séminaire, bon, les noms du père, hein, bon. Mais ce que j'essaie de vous dire, là, c'est que on est l'effet à la fois d'un parasitage qu'il importe d'accepter. Si on n'accepte pas, je ne sais pas bien ce qui se passe, mais c'est pas possible. Mais d'un autre côté, et c'est ça la loi de l'interdiction de l'inceste, en regard du langage, il y a un choix qui est possible. Parce qu'à la fois, il importe d'accepter, mais à la fois, il faut en sortir. Parce que si on est complètement pris par ce ravinement, là, eh bien, rien ne pourra se faire après, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas accéder à la langue telle qu'elle peut être définie au niveau familial, après au niveau, on va dire, de la cité, puis après au niveau du monde, au niveau des différentes langues dans le monde. Mais le point de départ, il est là, hein. J'insiste bien. Il est là, et vous voyez que ce gamin qui n'est pas évidemment un gamin qui apparaît sous forme de robot dans Butterfly, qui est un drame extraordinaire de Puccini, là. Puccini, quand vers les années 1900, je crois que c'est 1900 à peu près, c'est au moment où il fait l'opéra qui s'appelle La Bohème. Hein. Donc La Bohème, ça se passe à Paris, et il a l'idée, je fais un petit aparté, il a l'idée d'une pièce qui a lieu qui se joue à Londres. Il ne connaît pas l'anglais, c'est pas un problème, il y va, il assiste, c'est ça qui est dingue, hein. Il assiste
à cette pièce, qui évidemment se fait en anglais, il ne comprend rien, mais il entend tout. Et c'est à partir de là qu'il va créer cet opéra. Avec, je ne sais plus, c'est le roman, je ne sais pas, cette pièce résolue d'un roman, bon. C'est pour vous montrer un peu que, parce que l'enfant, là, il comprend évidemment rien, mais il entend quelque chose. Ce qui veut dire que la voix qui est en jeu, là, hein, pas dire la voix maternelle, hein, Pascal Gagnard parlait de la sonate maternelle, non pas aller plus loin, hein. Cette voix maternelle qui est là, hein, elle est, comme dit Lacan, elle est autre chose que substance. C'est pas... La voix, c'est certainement là, alors que je vous parle, comme je vous le disais déjà la dernière fois, ce qui fait que ça me guide d'aller dans une certaine direction. Je ne peux pas savoir avant ce qui me guide pour aller à tel ou tel endroit. C'est-à-dire que la voix, elle est en fait dans les coupures, c'est-à-dire dans ce qui se passe entre les mots. Donc là, c'est pas quelque chose qui a à voir évidemment avec le bruit, hein, et c'est quelque chose quand même qui intervient, bon, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la pulsion avocante. Bon. Alors, donc, ce qui n'allait pas, quand je voyais le gamin, ce qui peut nous remplir d'une certaine façon d'angoisse ou d'horreur, c'était très bien, comment dire, c'était très bien joué. Mais évidemment, ce corps qu'on voyait là, il n'était pas animé, pourquoi? On pourrait l'animer tout ce qu'on voudra, hein. Il n'était pas animé parce qu'il est toujours le même, il n'y a aucun mouvement dessus, rien. Vous en avez l'expérience. Moi je me souviens de l'expérience quand j'étais enfant, une fois c'est arrivé, une peur pas possible. À ce temps-là, dans le pays d'où je venais, un petit pays, on allait voir les morts sur leur lit. Ils ne bougent plus un mort. Et bien, au bout d'un certain temps, hein, vous le voyez bouger. C'est bien que on va dire, la réalité, elle vient de nous, hein, elle ne vient pas de l'autre, en quelque sorte. Bon. Alors, je vais m'arrêter, un petit moment. Bon, alors, on en revient à ce point-là, capital, très important, insaisissable, ce nouage, qui est en quelque sorte, ça je vais vous dire ça parce que on peut trouver ça chez Lacan, c'est pas évident, mais vous savez, on n'arrête pas de parler de l'amour. Hein. Je t'aime, c'est ça. Jamais on peut dire ce que c'est, hein. Évidemment. Bon. Et pourtant, pour savoir si on aime quelqu'un, ben, il faut employer le mot amour. C'est que les affects, c'est quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Il y a des gens, effectivement, qui ne savent pas s'ils aiment quelqu'un d'autre. Et le jour où ils se mettent à l'employer, ben, c'est quelque chose qui change. Le mot, tant que tel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Ce que je n'ai pas dit. Je crois qu'on peut un peu percevoir ce qu'on appelle l'amour dans ce moment-là particulier. Ce moment qui est apporté au moment même où il y a cette rencontre du parasitage par le langage de ce réel. Alors on va dire ça, parasitage, ça veut dire le symbolique qui rencontre le réel du corps, de la jouissance, hein, et où la parole de la mère va permettre à la fois le parasitage, mais aussi ce choix inconscient. Je ne vais pas en dire beaucoup sur la sexuation, hein. Mais oui, ça ressort actuellement, la théorie du genre, c'est ça, hein. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche, hein. Pourquoi pas, mais on a effectivement la possibilité d'un certain choix inconscient, surtout pas proclamé, hein. Bon. Et l'amour, alors ce serait quoi? Ce serait ce moment où se nouent les trois catégories. On revient qu'ils vont constituer, parce que le petit là, son avenir, c'est cet être trinitaire, réel, symbolique, imaginaire, hein, que Lacan va appeler l'homme, qu'il écrit L-O-M, en disant qu'il a une histoire, un rapport à la jouissance, une jouissance,
et qu'il y parle, c'est quelque chose de bien particulier. Hein. Et quand je voyais ce robot-là, je me disais, ben oui, on comprend ce que c'est que l'homme, parce que justement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est très bien que ça soit qu'il le fasse. Je ne fais pas du tout une critique du truc. Je crois que par défaut, ça montre un peu ce qui est en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je vais finir là-dessus. L'amour, si vous vous référez à ce moment-là, hein, alors là, quand on dit l'amour, c'est l'imaginaire spécifique de chacun. Ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qui donne consistance au nouage du symbolique et du réel. Bon, c'est un peu compliqué, j'en conviens. Il faut bien un petit peu arriver à nommer des trucs. Hein. Progressivement, vous allez vous rendre compte un peu mieux des choses. Hein. Eh bien, on pourrait dire qu'effectivement, dans ce moment-là, cet être trinitaire qui advient à ce mystère, c'est un mystère. Hein, je dis que les pères de l'Église, sur la Trinité, ils se sont bagarrés pendant 7, 8, 10 siècles au moins. Ça a conduit à la rupture entre les deux Églises, d'Orient et d'Occident, c'est pas rien. Ça a conduit à des schismes, le schisme entre les deux, ça a conduit à des hérésies, c'est-à-dire des condamnations. Ça montre l'importance des choses. Hein. Et après tout, tout le monde avait plus ou moins raison. Puis alors à la fin, il faut voir un peu, parce qu'on demandait à ceux qui se rétractaient, qui revenaient donc dans le giron de la religion, là, on leur demandait absolument de bien prendre en compte la Trinité telle qu'elle était définie. On s'en foutait un petit peu dans certains textes, hein. Mais quand il s'agissait de les ramener dans ce qu'on appelait la dimension un peu politique des choses, hein, eh bien, c'est être trinitaire. Ce qui fait que, moi je vais jusqu'à dire ça, que si la religion, comme le dit Lacan, chrétienne, je prends la religion chrétienne, vous savez, la religion catholique, ça va être juste après le schisme, là, justement. Hein. La religion chrétienne est la vraie religion, hein, comme il dit, c'est qu'elle a quelque chose de vrai, d'une vérité. Et la vérité en tant, c'est que ça ne veut pas dire que c'est fait ce que je vous dis, hein, parce qu'évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est la religion qui permet de sortir de la religion. C'est ça l'incarnation, ce que j'ai essayé de vous dire, par le biais de l'interdit de l'inceste. Là, je ne suis pas du tout, évidemment, dans la doctrine, hein. Je m'en fous de la doctrine. Pourtant, je la connais bien, je suis passé par là, je la connais bien. Hein. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait que, finalement, on nous a demandé, et puis on l'a mangé, d'ailleurs, on l'a ingéré, quitte à en crever parfois, ou du moins être malade. On a demandé d'apprendre en un seul mot toutes sortes de choses. Et c'était indispensable de passer par là, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais qu'il est possible de prendre, c'est-à-dire que quelque chose soit apprendre en deux mots. C'est ça qui se passe dans le Babil, il y a quelque chose qui peut être pris, pour autant que ça a un prix. C'est que ça coûte beaucoup, et qu'il faut y mettre de sa peau. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui.